bonjour à tous et à toutes. J'ai préparé une conférence pour un public mixte et je suis heureuse de voir dans la salle quelques visages qui n'appartiennent pas nécessairement au domaine des arts. Je vous intéresse à rester. Je vous invite à rester. Alors, j'adresse mes remerciements et mes félicitations au comité organisateur, d'abord, du congrès Time World et à Laurence Honora et Michel Viseau. Et je crois que la programmation, avec la mixité qu'elle propose, nous permet de sortir, du moins momentanément, de nos ghettos respectifs et de considérer une potentielle cohabitation de l'art et des sciences dans l'édifice scientifique, voire même de découvrir des affinités disciplinaires, ce serait souhaitable. Merci aussi aux responsables du volet L'énergie dans l'art, Hervé Fischer et Philippe Boissonnet, qui est en train de donner sa conférence d'un côté ou de l'autre dans la salle voisine. Et je les remercie pour l'offre de m'avoir offert en fait cette tribune pour parler de recherche-création, un créneau qui est en perpétuelle mouvance. Mes objectifs aujourd'hui ne sont pas de faire une revue de littérature sur la recherche-création, ni de proposer une nouvelle théorie à son sujet. J'ai encore moins l'intention d'en suggérer une définition en lettres majuscules. J'ai plutôt envie de partager certaines observations que j'ai pu faire ces 25 dernières années en milieu universitaire au sujet de la recherche-création. Du fait de son incroyable plasticité et de son caractère polymorphe, elle résiste ou échappe aux cadres, aux méthodologies et aux modèles préconçus. C'est justement sa vivacité, son énergie, son caractère particulier qui m'ont donné envie de proposer l'ajout d'une contribution originale à la littérature scientifique existante. Je présenterai donc, dans les minutes qui suivent, les mises en œuvre de 10 chercheurs artistes qui non seulement rêvent, mais parlent en couleurs et dont les textes figureront dans un ouvrage collectif qui reste à baptiser. D'abord, quelques mots sur la recherche-création. Il y a longtemps qu'on tente de décrire et d'analyser ce phénomène, le phénomène de la création artistique, qui est à la base. Plusieurs grands penseurs s'y sont penchés au fil des siècles. Au tournant du 20e, Valéry, Bachelard, Dewey et à leur suite, bien d'autres ont voulu comprendre les méandres de cette expérience. Et je voudrais souligner la sortie récente, en 2023, de L'intelligence de l'art de Daniel Boutet, qui, d'entrée de jeu, fait remarquer qu'il n'y aurait pas d'humanité s'il n'y avait jamais eu d'art. C'est l'art, dit-elle, qui nous a fait, qui nous fait humains. Il a été et est encore notre première intelligence. Même si on parle souvent des étapes de la démarche artistique, qui comprend bien entendu les phases d'inspiration, du travail, une distanciation ou un recul, la création artistique n'est pas linéaire. Je considère qu'on ne devrait pas parler d'étapes, mais on devrait plutôt parler d'états, puisque chaque mouvement peut être assorti des autres au même moment ou successivement, à contresens ou tous ensemble. J'estime que cette dynamique comporte aussi une certaine épaisseur, sans laquelle son analyse reste superficielle. C'est pourquoi j'ai tendance à me représenter la création artistique plutôt comme un feutre méthodologique, quelque chose d'indémaillable. Tout le monde parmi vous a déjà, j'imagine, possédé un chandail tricoté en laine. Si on fait un trou dedans puis qu'on tire le fil, on peut détricoter. Mais si on lave notre chandail à l'eau chaude et au savon, impossible de dissocier ou de démailler ensuite ce tricot. En effet, les forces et les mouvements qui sont en cause dans la dynamique artistique sont interdépendants et ne peuvent être considérés séparément. Partant de là,
Comment envisage-t-on la recherche-création? Depuis le début des années 2000, le milieu québécois de la recherche est assez prolifique au sujet de la recherche-création, entre autres ouvrages, et pour n'en nommer que quelques-uns, évidemment, je ne les ai pas tous nommés. Je citerai Gosselin et Le Coguiec en 2006, Bruno et Villeneuve 2007, Stévens et Lacasse en 2013, la cartographie de Paquin et Nourry, travail échelonné sur 3 ans, je crois, entre 2017 et 2020, le texte engagé de Manning et Massoumi en 2018, traduit en 2020. Ce qui frappe quand on parcourt ces ouvrages, c'est que malgré leur appartenance à divers domaines, art visuel, danse, musique ou autres, malgré les presque 20 ans écoulés depuis l'ouvrage de Gosselin et Le Coguiec, malgré les perspectives qu'adoptent les auteurs pour tenter de cerner les méandres de la recherche-création, tous s'entendent sur un point, son indiscipline. Polysémique, le terme recherche-création renvoie à l'alliance d'une activité de recherche et d'une activité de création. Bien qu'elle puisse être menée par 2 personnes, un chercheur et un artiste, la recherche-création dont je veux parler aujourd'hui est surtout celle qui est menée par une seule et même personne, se faisant tantôt chercheur, tantôt artiste. Comme chercheur-artiste, nous sommes à la fois la personne qui étudie la production artistique et celle qui, traversée par l'énergie créatrice, réalise cette production. Située dans le prolongement de la recherche qualitative, la recherche-création se destine à l'étude des subjectivités et de son incarnation dans la matière. Comme chercheur-artiste, selon les enjeux auxquels nous nous intéressons, nous portons tantôt un chapeau de sociologue, tantôt d'écologiste, d'ethnographe, de philosophe ou autre. Nous sommes à la fois la personne qui étudie le phénomène et le sujet de cette étude. Au Québec, depuis une vingtaine d'années, le milieu universitaire parle de recherche-création. Il n'est pas rare que pour discourir sur notre pratique et en dégager un sens, nous empruntions des notions, des concepts, des théories et des méthodes aux sciences humaines. L'heuristique, l'ethnographie, l'écologie, la phénoménologie ne sont que quelques-unes des voies que nous empruntons pour étudier et documenter notre pratique, à l'aide de journaux de bord, de documents variés, de cahiers de croquis, de relevés ou d'autres outils de notre choix, qui sont souvent à résonance qualitative. Lorsqu'on parle de recherche-création, il n'est pas rare que notre interlocuteur, universitaire ou non, néophyte ou non, nous demande ce qu'un artiste peut bien faire comme recherche. Eh bien, il fait avancer la connaissance sur divers enjeux qui comportent des dimensions sensibles, des phénomènes évanescents, des états de conscience, des dynamiques, des sentiments. Alors, voyons comment ces problématiques sont mises en œuvre. En quoi la recherche-création contribue-t-elle à l'avancement de la connaissance? Au cours des dernières années, j'ai pu observer une infinité de propositions méthodologiques et je vous en présente 10 aujourd'hui. Je vous invite à garder en tête cette question que je posais tout à l'heure, en quoi la recherche-création fait-elle avancer la connaissance? Gardez-la en tête pendant que vous regarderez les diapositives qui suivent. L'urgente question de la qualité de l'eau est abordée par Lorraine Beaulieu, artiste en art visuel originaire de la Mauricie. Toute jeune, elle était aux premières loges pour observer les affres du flottage du bois sur la rivière Saint-Maurice, un plan d'eau qui a convoyé des millions de billes de bois en direction des usines de papier de la Mauricie. Son père ayant fait de la drave, son frère ayant milité au sein de groupes de protection de la rivière, elle-même ayant assisté à l'arrêt du flottage autour de 1995, elle s'est naturellement intéressée à la préservation de l'eau. On comprend toute la cohérence de son choix pour la bouteille d'eau à usage unique comme matériau. Mue par une volonté de réparer, elle a développé plusieurs projets d'art participatif faisant appel à ceux qui sont directement touchés par la dégradation de l'eau, les citoyens.
Ici, on voit un détail d'une œuvre, d'une installation qui a été réalisée. Par ces projets, Lorraine Beaulieu met le citoyen en situation d'apprentissage, un apprentissage qui, parce qu'il est réalisé dans l'action, a de fortes chances de se cristalliser. La question de nos perceptions et de nos représentations du monde est abordée par Philippe Boissonnet par le biais d'œuvres holographiques. Ce médium qui, pratiquement parlant, brouille les cartes, force à y regarder à 2 fois, voire même à se frotter les yeux pour s'assurer qu'on a bien vu, suscite à la fois le doute et l'enchantement. Quoi de mieux pour interpeller le public, pour l'amener à réfléchir aux limites entre le réel et l'imaginaire, que de lui proposer une image qui ne se donne pas à voir au premier coup d'œil. Sur cette photo, on peut voir un détail d'une installation regroupant plusieurs hologrammes inspirés par l'histoire, avec un grand H. Ce dispositif tend à questionner la conception que nous entretenons au sujet de la Terre et de sa situation dans l'univers, à revoir notre représentation de ce qui est près ou loin, ici ou nulle part, à ne plus considérer la Terre comme le nombril du monde, comme on dit dans le langage courant. Mais Philippe Boissonnet ne fait pas que scruter les confins de l'univers. Il a aussi les 2 pieds sur terre et sait en saisir toute la magnificence. Toujours armé de son arsenal de filtres holographiques, il a réalisé en 2022 une série d'expérimentations faisant jouer la lumière solaire diffractée sur un support très solide. Il délaisse ici les supports transparents pour se tourner vers le roc, cette matière qui nous porte et qui recèle tant de traces de notre évolution. Exploitant les infractuosités de la roche, il prend des clichés de jeu des couleurs ainsi obtenus pour faire voyager l'œil et l'esprit dans une intersection entre l'opaque et le transparent. Ayant grandi en milieu rural, Marie-Jeanne Decoste développe assez vite une fascination pour le patrimoine. Ses itinéraires entre les rangs et les montées lui font remarquer l'existence de nombreux objets patrimoniaux, notamment des granges, des croix de chemin, des petites niches mariales. Vous savez, ces fameuses petites niches où on peut voir des madones dans une ancienne baignoire, comme on faisait des alcôves avec ça. Alors, mais ces circuits lui donnent aussi beaucoup de temps pour réfléchir à sa réalité citoyenne, à sa vie familiale et à l'orientation de sa carrière artistique. S'il est vrai que dans la majorité des cas, l'art s'expose dans les lieux prévus à cette fin, pourquoi ne l'exposerais-je pas en milieu rural, se dit-elle. Elle se met alors à réfléchir à des moyens de diffusion conçus sur mesure pour les résidents des campagnes qui préfèrent les grands espaces aux institutions muséales. Habitée par le désir d'entretenir les liens avec sa communauté, elle décide résolument de paraphraser le célèbre dicton de Mahomet en suggérant que si les gens ne vont pas à l'art, l'art viendra à eux. Elle emprunte ainsi la voie ethnographique pour faire une place à la dimension humaine et collective qui sous-tend le processus de patrimonialisation, une voie qui lui permet non seulement de documenter le patrimoine, mais aussi de l'esthétiser. C'est ainsi qu'en 2020, elle propose une exposition sur le site d'une maison abandonnée de Saint-Justin. Cette exposition rend hommage aux artisans et aux bâtisseurs de sa région, dont plusieurs représentants viennent visiter les lieux pour redécouvrir des pans de leur histoire. La photo que vous voyez rend compte de l'installation qu'elle a réalisée à partir de fragments de photos d'archives locales. Les fleurs des champs sont autant de tableaux issus de montages numériques. Ils dialoguent avec les impressions grand format qui révèlent l'esprit du lieu. Cette dernière photo témoigne de la démolition d'une grange, opération qui a forcément un impact sur le paysage et qui questionne bien entendu la préservation du patrimoine, mais également le rôle de l'artiste dans ce contexte. Dans la production de Caroline Lambert, c'est le travail du deuil qui est étudié. Deuil que doit vivre une famille traversée par la longue maladie d'un de ses membres, sa sœur cadette, décédée à 20 ans. La lente progression de la maladie et les épisodes critiques qui bousculaient la normalité de la vie familiale, Caroline Lambert a choisi de les sublimer dans la production d'œuvres souvent installatives, chargées de sens.
Mais que pouvait donc devenir alors une production artistique depuis toujours centrée sur cet enfant pivot autour de laquelle 20 ans de vie familiale avaient été orchestrés? Que pouvait devenir alors une production inspirée par ce parcours du combattant? 2 années de vide et d'inertie ont fourni à Caroline Lambert quelques réponses auxquelles l'autocompassion est venue ajouter une couche de sens. L'errance a conduit l'artiste à voir le paysage à la fois comme représentant du corps absent, mais aussi comme un espace fertile, chargé de potentiel. C'est aussi dans les paroles des chansons indémodables, notamment celle de Charles Aznavour, écoutées en boucle, que Caroline a trouvé l'énergie nécessaire pour rebondir, pour se refaire. Les installations vidéo qui composent, avec celle que vous voyez ici, un corpus intitulé « Traversée » font vivre au regardeur quelque chose d'intime qui le renvoie à son propre vécu. Dans cette image, le socle que vous voyez dans le cadre central soutient la bonbonne d'oxygène, bonbonne qui a été très présente dans la vie de la sœur, la reléguant la bonbonne bien sûr, au rôle d'aidée plutôt qu'au rôle d'aidante. C'est une manière de dédramatiser les événements. Les boîtiers rétroéclairés rappellent la traversée, celle de la muse, celle de tous les siens. La poussière est considérée par le tandem Mestriner-Moslemi comme principal témoin d'un présent continu. Leur recherche s'intéresse aux significations qui se transforment, se modifient et se perdent avec le temps. Pour eux, la poussière est une mémoire plastique, active, siège de l'identité, de l'histoire, de la vie et de la transformation. C'est un matériau qui, en raison du culte du propre, a une connotation plutôt négative dans la société. Leur démarche tend à débusquer les récits que contient la poussière. Elle les amène à lire la poussière et à la considérer comme une forme symbolique de la contemporanéité. Si ce n'est pas dans les images, où le monde peut-il se montrer et en même temps créer d'autres relations temporelles, spatiales et relationnelles, se demande-t-il. La réponse réside dans la poussière, qui, à leurs yeux, se présente comme un multimatériau qui ne contient que d'infimes fragments de sa matérialité. La poussière intéresse autant la biologie que la technologie, la psychologie, la criminalistique ou l'archéologie. En effet, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que la poussière peut à la fois révéler une présence, une durée, une activité, un événement, un sinistre, voire même une intention. La photo que nous voyons ici est celle de formes créées par agrégation de poussière et de sucre fondu. Ce substrat qui peut à la fois donner forme et nourrir même tous les micro-organismes qui se trouvent pris à l'intérieur. Cette photo tend à montrer un récit tiré de la poussière. Préoccupée par les questions écologiques, l'artiste céramiste Christine Ouellette, ici présente, se soucie de l'héritage généalogique, conceptuel et formel qu'elle est en train de préparer. Pourtant, habituée à observer sa pratique, elle y découvre encore, par principe de sérendipité, des choses qu'elle n'y cherchait pas. Parfois même, ces découvertes l'amènent à abandonner une piste pourtant longuement préméditée au profit d'un nouveau sentier qui s'ouvre sous ses pas. Après quelques années à rejouer ses œuvres afin de limiter la production de nouveaux objets, elle constate que ses savoir-faire ne se renouvellent pas. Déchirée entre le désir de créer et celui de limiter son empreinte carbone, elle se met à la recherche de solutions nouvelles en intégrant à ses projets des considérations généalogiques et d'autres plus géologiques. Sur les traces de ses aïeux, elle renoue avec un patrimoine familial endormi dans les battures du fleuve Saint-Laurent. Dans une perspective d'échange et de postérité, elle se met à fouiller à la fois l'argile du littoral et les photos souvenirs de sa famille. Elle constate une coupure dans la transmission de l'histoire familiale. Inspirée alors par Bourriaud, Ramade et Bachelard, elle tente, par la vidéo, de traduire les impressions que lui laisse la remémoration de gestes ludiques posés dans l'argile. On voit ici ces enfants
Voyez-vous clairement? Oui, c'est pas mal. Ces enfants qui jouent dans l'argile, comme leur mère l'avait fait à leur âge, à cet endroit précis. Cette photo rend compte de la projection d'une vidéo sur les murs d'un édifice patrimonial du centre-ville de Trois-Rivières. En plus d'adosser deux univers complètement différents, la ville et le littoral du fleuve, ce projet de vidéo mapping hors du commun rapproche le spectateur de l'expérience. En effet, il lui est presque possible de sentir l'odeur du bord de mer, la texture de l'argile ou la succion appliquée sur les bottes par l'argile épaisse. Pour l'artiste et ses enfants, il s'agit bien d'un legs. Dans la production de Christine Palmieri, elle étudie la condition humaine, sujet universel qui intéresse beaucoup de penseurs et qui englobe bien des actions humaines, y compris la pratique de l'art. Dans ce contexte, les choix, les orientations, les gestes, les techniques, tout doit faire l'objet d'une analyse attentive pour que la lumière soit faite sur les mécanismes de la perception, les processus cognitifs en jeu et le sens dégagé. Par la mixité des modes de représentation qu'elle utilise dans ses installations multimédia immersives, Christine Palmieri propose une réflexion sur l'origine du monde, la raison, l'émotion, le mal-être, la représentation du corps, la matérialité, le cosmos. Elle cherche à rassembler la pensée poétique et la réflexion scientifique. Les figures de l'écorché, du fossile, de l'être hybride sont récurrentes dans sa pratique qui se veut exploratoire de la condition humaine et de ses méandres. L'image qu'on voit ici est issue d'explorations biotechnologiques intégrant des végétaux, notamment les vesses de loup, ces champignons comestibles qui poussent couramment dans des milieux humides, et du plancton bioluminescent. En produisant des œuvres vivantes, Christine Palmieri souhaite opposer l'édifice du savoir intellectuel à la force de la nature, afin que celle-ci soit mieux respectée. Cette œuvre s'inscrit dans un ensemble qui soulève la problématique du vide et du néant. Elle comporte 6 vidéos reliées par des liens interactifs propices au déclenchement d'effets visuels qui suggèrent des ambiances, des récits, des événements. Issue d'un alliage entre le sculptural et le pictural, la démarche de recherche de création de Frédéric Pelletier repose sur la réhabilitation poétique d'objets en détérioration trouvés dans les cours à rebut et sur la production de collages réalisés à partir de ses propres photographies d'artefacts architecturaux industriels et d'images de magazines. Elle s'attarde à questionner la place symbolique des déchets issus de notre société de surproduction dans leur rapport au passage du temps et à la mémoire. Dans la démarche de Frédéric Pelletier, les cours à rebut, les sites d'entreposage industriel et les terrains à l'abandon sont rapidement apparus comme un phare, en raison de leur atmosphère à la fois mystérieuse et poétique qui l'incite même parfois à la contemplation. Par la réutilisation de matériaux en état de dégradation, elle fait migrer la notion de réhabilitation, habituellement utilisée dans un contexte judiciaire et social, vers un contexte artistique. Dans ce nouveau contexte, elle matérialise les préoccupations environnementales de façon poétique, tout en questionnant la valeur attribuée aux déchets. Dans ses œuvres bidimensionnelles et tridimensionnelles, elle incorpore ses propres photos de matières en détérioration à des images de publications anciennes. Elle s'inspire des principes du palimpseste à travers le collage, d'où émerge l'idée d'une mémoire en voie d'effacement, mais aussi de métamorphose. D'autre part, elle combine des effets de palimpseste à des procédures de réhabilitation de fenêtres industrielles dans un travail installatif et sculptural redonnant vie au rebut, comme on a pu le voir ici. Au cours des 10 dernières années, et là j'emprunte le texte de Eva Quintas, plusieurs projets d'occupation citoyenne et culturelle d'espaces vacants sont apparus à Montréal. Les projets de déprise sont au cœur des enjeux que soulèvent les multiples mutations urbaines. Artiste photographe, Eva Quintas s'intéresse au rôle de l'imaginaire dans la construction de ces territoires, tout comme aux mécanismes socio-économiques qui les structurent. Elle explore ces territoires à travers le protocole de la marche, les rencontres citoyennes
et la recherche documentaire. Artiste photographe, elle poursuit un travail sur le terrain vague comme générateur de positions alternatives sur la ville en transformation. Depuis 2016, elle a documenté des friches urbaines dans certaines régions du monde regroupées sous le titre de Écotopie. C'était une exposition, pas une exposition nécessairement, mais un projet de recherche-création qui regroupe plusieurs documentations de friches urbaines. La recherche partenariale, les croisements interdisciplinaires et les méthodologies participatives sont au cœur de l'engagement professionnel d'Eva Quintas depuis une vingtaine d'années et trouvent écho dans sa démarche artistique. Ces projets reposent sur la recherche documentaire et iconographique qu'elle mène pour mieux comprendre les contextes. Elle puise aussi à la littérature sur la photographie, la philosophie, l'architecture et l'urbanisme. Ce qui s'est ajouté plus récemment dans sa pratique est la participation citoyenne comme protocole de recherche-création et incluant promenades, conversations partagées, coproduction de documentation, etc. Voici venu le moment de parler de moi. Et ce n'est pas si simple. Vous aurez sûrement compris, avec le titre, mon allusion aux rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. J'ai évoqué plus tôt dans une diapositive un peu plus haut la question de la filiation, celle qui s'opère quand on croise l'écriture d'une personne en qui on se reconnaît. C'est ce que je ressens à la lecture des promenades. Je me sens parente, solidaire. Bien que nos contextes respectifs soient bien différents, je dois admettre qu'en tant qu'individu, je me reconnais dans son écriture. La rêverie, la promenade, la solitude font partie de moi aussi. Pour étudier ma pratique, pour me pencher sur ces linéaments, je m'abreuve à la philosophie, à l'ethnographie et aux sciences cognitives. Je découvre des affinités entre des auteurs qui peuplent ma table de travail, comme vous avez pu le voir au début du diaporama. Je discute avec eux, je les fais discuter entre eux aussi. J'attache beaucoup d'importance à l'expérience esthétique, ce sentiment d'immédiateté, détaché d'attente, vécu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un ancrage au présent. Cette photo donne un aperçu. Ah oui, c'est pas la bonne, c'est pas grave, je vais vous donner l'aperçu quand même. C'est justement une production de petits talismans que j'ai réalisé avec du fil et des matières trouvées sur les lieux lors d'une résidence de création en Espagne. Tout ça pour illustrer un peu la question du lien puis la question de la préservation. Alors, mon but, quand je produis des petites œuvres comme ça, c'est de leur créer un écrin pour qu'elles soient préservées. Donc, voilà. Ce n'est pas la photo dont je voulais parler. J'enlève ça. Je change de photo. À travers tout ça, je pense que pour prendre soin du monde, de l'autre ou de soi, il faut trier, séparer, décanter, filtrer pour ne garder que l'essentiel. Je terminerai en vous disant que l'ouvrage dont vous venez d'avoir un aperçu sera publié comme numéro hors série de la revue de recherche qualitative, une revue qui se spécialise dans la diffusion de connaissances sur la méthodologie qualitative et qui ouvre spécialement pour nous un espace de dialogue sur la subjectivité, sur la sensibilité artistique et sur l'indiscipline méthodologique. La publication numérique offre plusieurs avantages, notamment la possibilité d'insérer des liens vers des productions vidéo ou audio, la possibilité également d'agrandir l'image durant la lecture, sans compter une plus grande accessibilité et par conséquent, une meilleure circulation de la connaissance, parce que c'est ce qu'on cherche, on veut que la connaissance circule. Alors, il me reste à peine 20 mots pour conclure cette présentation. Alors, voici l'essentiel. Expression, subterfuge, dédale, labyrinthe, manigance, dérive, esquive, évitement, brouillage, chaos, méandre, divagation, égarement, inspiration. Force, mouvement, résistance.
La recherche-création, c'est tout ça, au présent de l'indiscipline. Merci. Recherche-création, force, mouvement ou résistance. Je vais essayer de faire ce que je peux comme synthèse, puisque ça va être difficile de... Voilà, j'espère que vous retrouverez dans la synthèse que j'en donnerai. Alors vous avez commencé par vous réjouir de cette occasion Time World de faire venir se rencontrer des personnes de perspectives différentes, de milieux artistiques, de milieux scientifiques. Et je pense que pour votre présentation, c'était un élément effectivement important, parce qu'il me semble qu'un des fils directeurs que vous avez voulu défendre était l'idée sur laquelle l'art est une forme de connaissance du monde, nous permet de saisir quelque chose de qualitatif de notre vie humaine qui échappe potentiellement à d'autres formes d'appréhension du réel. Vous avez voulu ainsi nous donner une forme d'aperçu sur ce milieu de la recherche-création, milieu québécois extrêmement prolifique que vous avez connu depuis des années, et vous avez voulu nous donner une forme d'aperçu tout en nous montrant comment est-ce qu'elle permettait d'illustrer cette thèse sur la nature de l'art. L'idée selon laquelle il y aurait en quelque sorte une forme de connaissance de l'artiste spécifique qui se transcrit dans sa démarche artistique et qui permet d'explorer certains éléments, certaines facettes de notre vie. Pour prendre un exemple, l'exemple que vous avez pris à la fin, il y a nécessairement une forme de connaissance de l'écrivain, même s'il est difficile de mettre exactement le doigt dessus, connaissance que nous éprouvons lorsque nous nous retrouvons dans l'expérience qui est transcrite, ainsi dans les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, lorsque nous sommes capables d'apprécier la manière qu'il a eu de peindre la rêverie face à la nature ou la question de la solitude. Ce qui nous permet ensuite de rentrer un peu plus dans l'âme de ce que vous appelez la recherche-création et que vous définissez comme l'étude des subjectivités et de leur incarnation dans la matière. Incarnation nécessaire pour qu'il puisse y avoir une tentative au moins de transmission de cette expérience artistique. Ce qui ensuite pose évidemment un problème méthodologique assez classique, et se faire de ma part le problème méthodologique qu'il y a chez Rousseau, qui est analysé par Starobinsky, je ne sais pas si ça fait partie de vos sources d'inspiration, le problème de cette transparence de l'expérience artistique que nous avons, cette forme d'immédiateté du vécu, et le fait que le médium artistique constitue une forme d'obstacle pour cette transmission, à la fois le moyen nécessaire pour le transmettre à autrui, et en même temps quelque chose qui nécessairement vient freiner cette transmission, parce qu'il faut bien la mettre en œuvre, l'incarner dans une forme de matérialité qui permettra la transmission. Vous avez évoqué la difficulté qu'il y avait à cerner le processus de création artistique. Est-ce qu'on pouvait voir une forme d'étape pour faire une forme d'analyse, disséquer ? Et vous avez proposé cette belle métaphore, la métaphore du feutre méthodologique ou du tricot, de plein d'éléments qui viennent intriquer, se mêler les uns aux autres, de sorte qu'il n'est plus possible de comprendre par cette forme de distinction de l'activité artistique, ce qui est réellement en jeu. Et ce qui a ensuite dicté votre méthodologie au cours de votre présentation, qui a consisté non pas à essayer de proposer une analyse conceptuelle, ce qui aurait été vain, mais de nous montrer en quelque sorte in vivo, sur le fait, tout un ensemble d'œuvres, 10 en particulier, qui permettrait d'illustrer, de nous donner un peu une image de ce milieu foisonnant dans lequel vous évoluez. Alors c'est la partie évidemment que je vais avoir beaucoup plus de mal à résumer, je ne vais même pas essayer, je donnais simplement quelques exemples. En quoi est-ce que des activités artistiques peuvent nous aider à avoir une meilleure connaissance ? Ça peut être de nous-mêmes, de notre patrimoine, de l'environnement qui nous entoure, de certaines expériences humaines, ainsi l'expérience du deuil, ou simplement d'attention à certains objets, ainsi la poussière, ce qui illustre l'idée sur laquelle l'œil de l'artiste est acéré et doit attirer l'attention, des attentions peut-être parfois trop distraites sur certains aspects du monde qui peuvent nous échapper. Je conclurai en revenant sur cette double dimension de votre présentation, à la fois de donner une image fidèle des projets dont vous êtes témoin au quotidien et en même temps de défendre cette thèse de la valeur cognitive, de la capacité que l'activité artistique a de capturer certaines informations significatives sur le monde. Merci encore, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit.